Hello à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans ce nouvel épisode dans lequel je vous propose de parler de l'entreprise Renault. J'ai reçu plusieurs messages par rapport à cette entreprise et de façon générale par rapport à tout le secteur de l'automobile qui fait beaucoup parler de lui en ce moment. On a vu que Bosch licenciait, Stellantis ça allait pas forcément très bien, Volkswagen on a eu aussi de mauvaises nouvelles. Et vu que c'est un domaine que je connais quand même de par ma formation originale dans l'industrie, et j'ai aussi d'ailleurs investi dans le secteur de l'automobile sur mon portefeuille, je vous propose d'en parler un petit peu aujourd'hui. On va regarder Renault et on va aussi parler un petit peu de ce que je surveille globalement chez tous les acteurs de ce secteur. On va se faire une vidéo un petit peu en live. Je ne connais pas du tout l'entreprise, en tout cas du moins les chiffres. Je connais ce que fait l'entreprise, c'est Renault. Et on va faire un petit peu comme on avait fait la semaine dernière avec L'Oréal, le format vous avez plu où justement je découvre avec vous les chiffres et vous voyez mes réactions à chaud et tout mon processus de réflexion. J'ai essayé de trouver un endroit calme, j'espère que le son va être ok, mais vu que je suis en déplacement, c'est pas toujours simple de trouver l'endroit parfait. Et n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez, mais normalement j'arrive pas trop mal à optimiser le son. Comme d'habitude, on va commencer par faire un petit check portefeuille, puisque comme vous le savez, maintenant je suis le portefeuille directement sur Interactive Broker, puisque avant justement j'avais des fichiers Excel, on peut utiliser des logiciels, mais on remplit tout à la main, on peut faire des erreurs, etc. Et comme je veux jouer à la transparence, ça fait maintenant 1 an et demi que j'ai toutes mes actions individuelles sur le même portefeuille, et ça fera bientôt 2 ans, et j'ai hâte de pouvoir commencer à regarder en composé. Là, on voit que depuis le début de l'année, on est à plus de 55%, année exceptionnelle. Ce ne sera pas toujours comme ça, il faut garder les pieds sur terre, il faut en profiter, mais ça montre aussi qu'il faut toujours être investi sur les marchés, parce que c'est les années comme ça qui vont faire votre performance sur le long terme. Et si on prend sur 1 an, 12 mois glissants, la performance elle est aussi excellente à 72, ça a baissé un petit peu hier et voilà. Et si vous voulez d'ailleurs ma performance depuis les débuts, n'hésitez pas de passer dans la page de présentation du programme de formation qui vient d'ailleurs de réouvrir jusqu'à vendredi et vous avez la vidéo dans laquelle je vous présente tout mon parcours, ma performance calculée depuis 2019 et le programme est disponible avec la page de présentation jusqu'à vendredi avant une augmentation définitive des tarifs parce que je cherche toujours à augmenter la qualité, je rajoute du contenu, les coachings se passent très bien d'ailleurs, merci à tous les membres pour votre soutien depuis le début et donc je préfère privilégier la qualité à la quantité. Dans ce programme, vous avez le kit complet pour investir en bourse, comment j'analyse une action et des ETF de A à Z, l'accès évidemment du coup à toute la formation vidéo, à mon portefeuille, aux vidéos exclusives que je fais toutes les semaines, aux fichiers de calcul, à mes prix d'achat cible, etc. Vous avez toute la présentation avec tous les modules, tout le récapitulatif. Et si vous avez des questions supplémentaires, vous pouvez aussi réserver un appel avec moi-même ou directement passer à l'action. Je vous remercie comme d'habitude depuis votre soutien depuis les débuts et la page sera ouverte jusqu'à vendredi soir. Passons maintenant à la vidéo et à Renault. Donc je vais retourner directement sur les graphiques. Et on va voir que Renault, c'est une entreprise qui globalement a fait quand même du surplace ici depuis 20 ans. Je vous ai mis en weekly. Donc là, une bougie japonaise, c'est une semaine. Et si je regarde depuis les points hauts qu'on avait fait ici, globalement, on va dire sur 2018, vous voyez qu'on est actuellement à moins 50, à moins 60%. Donc quand je vois ça déjà, je me dis que c'est une entreprise qui est ancienne, qui est certainement mature, qui peut-être paye un dividende, ce qui est quand même souvent le cas dans ce secteur. Et on va aller voir un petit peu plus en profondeur. Est-ce que l'entreprise pourrait être intéressante en ce moment? Est-ce qu'elle souffre, etc. Et comme je vous le disais, je fais la vidéo en direct, donc ça va me permettre de tout découvrir avec vous et vous voyez l'iPad. Je fais juste des cuts quand j'ai des réflexions parce que vu que je suis en direct, il faut que je réfléchisse au fur et à mesure à ce que je dis. Mais ça fait des vidéos un petit peu plus interactives, je trouve. Donc je vais aller chercher directement le ticker Renault. Donc ça va être RNO.PA, je pense, pour Paris. Il va me la sortir, là voilà. Donc directement, pour ne pas m'influencer, je vais aller dans les finances. J'aime toujours regarder les marges, la croissance, etc. Ici, on va commencer un petit peu par tout ce qui est marge. Donc, je vais nous mettre en annuel pour qu'on voit ce qui s'est passé chaque année ici depuis 2018-2019. Donc, business qui a des marges brutes autour de 16, 19, 20%. Donc directement, on le sait, on est sur de l'industrie, donc le potentiel de gagner de l'argent va être très faible parce que pour fabriquer des voitures, ça coûte de l'argent, on a des usines, des coûts de matières premières. Et donc voilà, si on vend avec Renault 100 € de voiture, juste pour fabriquer la voiture, sans même parler de payer les ingénieurs, la recherche et développement, le secrétariat, les commerciaux, etc., il ne reste déjà que 20 € sur 100 € dans la poche. C'est les entreprises industrielles où justement, généralement, on a des marges brutes assez faibles et donc il faut vraiment des avantages compétitifs souvent par rapport à la concurrence pour aller chercher de la marge nette et du flux de trésorerie disponible. Qui plus est qu'ici, on va avoir des stocks puisqu'on fabrique des produits et donc ça peut être dangereux au niveau de la trésorerie. C'est évidemment quelque chose qu'on va regarder après, je vous rassure. C'est une entreprise qui pèse, on voit ici en capitalisation boursière, dans les 10 milliards, presque 11 milliards d'euros. Marge nette, donc là on va regarder, on voit que c'est pas du tout stable. En 2019, on avait perdu de l'argent, en 2020 on a perdu de l'argent, en 2021 on a gagné 2% de marge nette, 2022 perdu de l'argent, 2023 4%. Et sur les flux de trésorerie disponibles, pareil, on se balade
parfois en négatif et on est entre 0 et 4%. Donc instantanément, on le sait, c'est des entreprises qui vont avoir très peu de marge. Et pour moi, pour aller chercher du retour sur investissement, il va falloir avoir de la croissance. Parce que si on n'a pas de croissance et qu'en plus on n'a pas de marge et qu'en plus on paye un dividende et qu'on a du mal à le payer parce qu'on voit qu'il y a très peu de marge sur la trésorerie, eh ben, je ne sais pas comment on va faire du retour sur investissement. Et ce qui m'inquiète, c'est qu'on a vu le graphique tout à l'heure, ça fait 20 ans qu'on fait du sur place. Peut-être qu'il y a quelque chose qui va se passer dans le futur, de l'innovation. J'ai vu d'ailleurs qu'ils sortaient de nouveaux véhicules. Je leur souhaite, ça c'est l'analyse qualitative qui vous le dira. Est-ce que le business a de l'avenir? Quelle est sa qualité par rapport à la concurrence, sa protection, donc le moat. Et ici, ce qu'on va faire, c'est du quantitatif. À savoir aussi que le secteur de l'automobile, c'est quelque chose que je discute souvent en coaching parce qu'on est pas mal à réfléchir justement sur les entreprises assez innovantes dans ce secteur parce qu'il y a beaucoup de disruptions. Et ça, on va en parler en fin de vidéo parce que le secteur est en train d'énormément bouger. D'ailleurs, en fin de vidéo, je vais peut-être vous en parler juste après, comme ça, ce sera fait. Comme je vous disais, je fais la vidéo en direct. On va aller voir de suite la croissance du chiffre d'affaires. Donc, je vais aller dans le compte de résultats. Sachez que j'utilise un site, mais il y en a des dizaines. Vous pouvez faire ça sur Yahoo Finance, MacroTrend, etc. Chacun ses habitudes. Mais j'en profite d'utiliser ce site pour vous montrer puisque je paye dans tous les cas. Donc, au niveau du chiffre d'affaires, en 2023, on a fait moins de chiffre d'affaires qu'en 2018 et 2019. Donc, on est certainement sur un chiffre d'affaires stagnant, voire même baissant, ce qui n'est pas forcément rassurant. C'est pas forcément inquiétant non plus. L'entreprise, ça ne va pas dire qu'elle va faire faillite. Si elle a de la trésorerie, des marges, elle peut juste survivre, vivoter. Par contre, je ne sais pas comment on va aller chercher de la croissance sur le titre, parce que pas de marge, pas de croissance. Ok, bon, très bien. Bref, on ne va pas la juger trop vite, on va voir quand même plus tard ce qu'elle fait, on la comparera peut-être d'ailleurs aussi par rapport au S&P 500. Ici dans le compte de résultats, donc vous retrouvez les énormes coûts de fabrication, ce qui nous fait des marges brutes assez faibles. D'ailleurs, je vais faire une imprime écran comme ça, je vais pouvoir tout vous annoter. Donc vous voyez ici, comme je vous le disais, les gros coûts de fabrication, ce qui fait qu'on a des marges brutes qui vont être autour de 20% max. Ensuite, recherche et développement, on voit qu'on se balade entre 1 et 2 milliards. Il faut investir. Clairement, si on veut, dans ce secteur d'activité, prendre des parts à la concurrence, il va falloir innover. Surtout que la concurrence est féroce. Vous avez tous les Asiatiques, avec les entreprises chinoises notamment, qui arrivent sur les marchés. Et vous avez aussi la concurrence des entreprises qu'on appelle legacy, donc des vieilles entreprises qui sont toujours en train de se battre. Pensez Toyota, pensez les grands groupes internationaux comme Stellantis, etc. Et on voit qu'on a quand même 2 fois plus de dépenses dans tout ce qui est administratif, général, marketing, que ce qu'on a en recherche et développement. Donc on investit certainement pas mal en marketing, mais il faut payer aussi les employés dans les bureaux et on met moins en recherche et développement. Ce qui est quand même dommage parce que c'est des secteurs dans l'industrie et où on a des produits où il faut clairement innover pour garder les parts de marché, voire même en prendre. Donc voilà un petit peu. Je vais aller regarder la croissance en composé direct parce que c'est quelque chose que j'aime voir pour se rendre compte de ce que fait l'entreprise sur 5 ans à 10 ans. Donc nous voilà sur le graphique, je vais nous laisser en 12 mois glissant. On est ici sur 10 ans et sur 10 ans, on a fait 2,67% de croissance par an sur le chiffre d'affaires pour une entreprise qui a des marges globalement entre 0 et 4%. Donc instantanément, on comprend mieux pourquoi l'entreprise n'a pas fait grand-chose d'un point de vue de la valorisation du titre. Maintenant, est-ce que l'entreprise a payé un gros dividende toutes ces années pour compenser le fait qu'il n'y a pas de croissance? Peut-être, on va le regarder après, parce que si elle n'a pas de croissance, des marges faibles, mais qu'elle brasse beaucoup d'argent et qu'elle vous verse un dividende, votre retour sur investissement, il peut être présent. Et d'ailleurs, après, on le regardera avec les dividendes réinvestis pour le comparer à un indice célèbre comme le S&P 500. Mais juste avant ça, je voulais faire un petit point avec vous par rapport à l'automobile, parce que justement, on parle beaucoup de ce secteur. Et il y a plein d'entreprises comme Stellantis, vous avez aussi les équipementiers comme Bosch, Valeo, Plasticomium, vous avez General Motors, Ford, Toyota, Volkswagen, Tesla, BYD, vous avez beaucoup d'entreprises. Et je vais être honnête avec vous, 80% de ces entreprises, je ne peux pas y toucher en ce moment parce qu'on est en train d'avoir des disruptions énormes sur le secteur. Et je le dis, et je l'avais dit dans plusieurs vidéos à l'époque, je pense qu'il va y avoir des grosses cases, je pense qu'il va y avoir des faillites, je pense que tout le monde ne va pas survivre, c'est mon avis. Et pourtant, je suis quand même exposé au secteur parce que je pense qu'il y en a qui vont tirer leur épingle du jeu et on va peut-être avoir des choses assez exceptionnelles à faire sur l'automobile et le transport de façon générale dans les prochaines années. Vous avez d'ailleurs des vidéos assez techniques sur la chaîne où je parle justement de tous les changements qui sont en train d'avoir lieu en ce moment sur les procédés de fabrication, sur les logiciels. Aujourd'hui, on regarde les chiffres, mais de façon générale, pour moi, on est sur les entreprises qui doivent clairement se transformer. Et on va avoir besoin de direction et de management qui prennent des vraies décisions. Ne pas chercher forcément à faire de la profitabilité court terme, prendre des décisions difficiles pour justement pouvoir survivre sur le long terme. Parce qu'on est en train de changer totalement le secteur.
pour moi, ma grande thèse d'investissement, c'est qu'on est en train de passer de produits industriels avec des moteurs thermiques compliqués à fabriquer, avec plusieurs tailles de moteurs. Les moteurs sont très différents, essence, diesel, le nombre de cylindres, bref, c'est vraiment l'information de départ et c'est complexe un moteur thermique à fabriquer. Et on est en train de passer vers des moteurs électriques avec des batteries qui sont toutes les mêmes, il suffit d'en mettre plus. Ça se fabrique à la chaîne à une vitesse incroyable. C'est pas tout à fait comme des canettes de coca, mais j'aime souvent prendre cette analogie où quand on a un produit qui est le même et qu'on doit en fabriquer des milliards et des milliards et des milliards, eh bien ce qu'on appelle les économies d'échelle sont énormes. C'est-à-dire que fabriquer 50 références de moteurs, c'est beaucoup plus compliqué que de fabriquer la même batterie qu'on va mettre dans tous les véhicules. On en met plus ou moins, ça va être des standards et donc les prix vont s'écrouler. Et je pense que dans quelques années, ça coûtera moins cher de faire une voiture électrique qu'une voiture thermique. Et même si les gens ne veulent pas l'électrique, et on aura toujours du thermique, ne me méprenez pas, ça ne va pas disparaître à 100% pour l'instant. Il y aura la place pour les deux. Mais sur le moyen terme, je pense qu'il y a des grosses parts de marché qui vont être prises parce que la technologie est pertinente, à mon avis. Là, je vous partage ma thèse d'investissement. Et aussi, on est en train de passer d'un produit industriel vers un consumer electronics. Pensez au fait que fabriquer un véhicule thermique, c'est complexe. Fabriquer un véhicule électrique, il y a beaucoup moins de pièces. Le câblage à l'intérieur est beaucoup moins compliqué. On n'a pas de moteur, pas de réservoir, on met juste une batterie dans les planchers. Un moteur électrique, c'est que quelques pièces, alors qu'un moteur thermique, c'est des centaines, voire des milliers de pièces. C'est très complexe à assembler. On est en train de passer sur des produits avec beaucoup de logiciels. Et en plus, d'un point de vue des procédés de fabrication, c'est beaucoup plus simple de fabriquer des voitures électriques que des voitures thermiques. Quand je vous dis vraiment consumer électronique contre industrie, pensez d'un côté beaucoup de machines, souder des pièces de tôle dans tous les sens avec des centaines de robots. Et de l'autre côté, eh ben, on peut commencer à faire de l'injection alu pour avoir des grosses pièces de véhicules. Vu qu'on est sur l'électronique, on a des machines CMS qui tapent des PCB dans tous les sens. Tout est automatisé. On assemble à la fin et on a un véhicule qui au final va certainement avoir des bien meilleures marges. Et qui dit marge dit capacité à fixer les prix puisqu'on peut baisser ses prix si on a plus de marge et donc prise de part de marché. Et ça, c'est ma thèse d'investissement global. Sans même parler du reste, des technologies liées directement au logiciel qui pour moi sont aussi très importants. Après, vous avez pas mal de vidéos complètes là-dessus sur la chaîne, sachant que pour moi, l'analyse qualitative, ce que je suis en train de faire en ce moment là pendant 2-3 minutes, c'est encore plus important que les chiffres. Les chiffres, c'est combien on paye l'entreprise pour faire du retour sur investissement. On n'oublie jamais qu'on est là pour investir. On n'est pas là pour acheter une entreprise dont le nom nous plaît. Par contre, il faut regarder le qualitatif parce que c'est le qualitatif qui fait le succès de l'entreprise à mon avis. Donc pour revenir sur le chiffre d'affaires, on va le regarder sur un peu moins longtemps, depuis 2019, comme ça nous fera 5 ans. Voilà, je vous ai mis en 2019. Et depuis 2019, le chiffre d'affaires baisse de plus de 1% par an. C'est pas ultra encourageant quand même. Alors maintenant, on va aller voir un petit peu ce qui se passe au niveau de la trésorerie. Est-ce qu'il paye un dividende, ce qui s'est passé dans le temps, etc. Donc je vais retourner dans les finances et on va aller dans le flux de trésorerie si l'Internet veut bien fonctionner. Oui, c'est bon, c'est parti. Alors, au niveau du cash issu des opérations, vous l'avez en haut. Et si on va enlever les CAPEX, donc tout ce qui est investissement dans les machines, les usines, etc., on se retrouve donc avec un flux de trésorerie disponible qui se balade, on va regarder ici, à partir de 2018-2019, légèrement en positif. De toute façon, on a vu, c'était des marges de flux de trésorerie disponibles entre 0 et 4%. Donc on ne s'attend pas à des gros montants, il ne faut pas rêver. Ensuite, on a eu une année en négatif et là, on a fait un petit peu plus de 1 milliard sur la dernière année. Sachant qu'on payait un dividende à l'époque est très intéressant. Regardez, ils ont coupé le dividende. Alors ça, pour le coup, c'est un truc que je vais aimer voir, entre guillemets, sur l'entreprise. Parce que les flux de trésorerie disponibles ont baissé. Et ils ont eu le courage, la direction a eu le courage certainement de le couper parce qu'ils ne pouvaient peut-être plus le payer. De toute façon, ils ne pouvaient plus le payer. Ils étaient en flux de trésorerie disponible, on le voit ici, à moins 532, puis 400 l'année dernière, et on voit qu'ils payaient plus d'1 milliard. Donc ils ne pouvaient pas le payer. Et en plus de ça, on voit que clairement, ils avaient levé de la dette. Par rapport à d'autres entreprises qu'on a analysées il n'y a pas longtemps, que je ne citerai pas forcément, la direction a l'air d'avoir eu le courage de faire les bonnes choses. Et ça, c'est quelque chose que j'aime voir. Peut-être que l'entreprise est mieux gérée que la concurrence. À aller étudier si vous faites une analyse complète. Qui plus est que c'est les entreprises qui vont être en changement parce qu'il va falloir acheter des nouveaux usines, des nouveaux moyens de production puisque les technologies changent et il y a un moment, la trésorerie, il va falloir l'utiliser pour développer le business. On ne peut pas toujours payer du dividende si on veut voir long terme que l'entreprise survive. Donc ça, c'est un point positif clairement. On va continuer, je vais vous amener sur les graphiques, on va regarder tout ce que fait la trésorerie, le cash, la dette, etc. pour comprendre ce qui se passe justement sur le long terme. Ok, je vous ai mis sous le graphique, j'ai tout réglé et je vais cliquer en direct pour qu'on voit ensemble le résultat. Donc, si ça va bien fonctionner, merci. Ok, réaction en direct, on a énormément de dettes. On a 70 milliards de dettes. Rappelez-vous de la capitalisation boursière qu'on a dit tout à l'heure, on a plus de dettes que le prix de l'entreprise.
On a 21 milliards de cash qui a très certainement été levé avec beaucoup de dettes, puisqu'on voit que le flux de trésorerie disponible, là, sur 12 mois glissants, il est de 3 milliards. Ça ferait 3 milliards par an, et on va voir les années d'avant combien on faisait 1 milliard, 1 milliard, 1 milliard. À ce rythme-là, il va falloir une vie pour rembourser la dette. Si les marges ne changent pas et s'il n'y a pas de croissance. C'est impressionnant. Je ne me doutais pas du tout que l'entreprise serait aussi endettée. Au niveau des actions, il continue à émettre des actions. Donc, il dilue l'actionnariat. Il repaie un dividende. Ils avaient coupé le dividende. Et waouh, je ne sais pas trop quoi vous dire, si ce n'est que l'entreprise peut payer son dividende actuellement, mais elle ne peut pas rembourser sa dette. Elle continue à lever de la dette. Elle continue de diluer l'actionnariat. Elle n'a pas de croissance et elle a des marges proches de zéro. Alors pour le coup, autant ils ont coupé le dividende, c'est une bonne chose, comme on le disait tout à l'heure. Là, j'ai une réaction chaude, je ne sais pas trop quoi dire, si ce n'est que je confirme que ce n'est pas une entreprise sur laquelle je vais investir. Désolé, je suis un peu dur, hein. Des fois j'ai des très belles entreprises. La dernière fois d'ailleurs, rappelez-vous, L'Oréal, j'ai été plutôt positif sur l'entreprise. J'avais trouvé bonne qualité, bonne gestion, plutôt une capacité à fixer les prix. Je me souviens, c'était la semaine dernière, je l'ai fait, on avait 15% de marge nette, ce qui est pas mal pour une belle entreprise française qui a pignon sur rue, qui vend des produits de qualité, c'est très connu, L'Oréal. Là, je peux pas en dire autant, je suis désolé, réaction à chaud, je dis ce que je pense. Enfin, par exemple, je suis pas désolé, non, je fais juste une vidéo et je donne mon avis. Bref, il nous reste à aller voir ce qu'a fait l'entreprise par rapport à un indice et avec les dividendes réinvestis, parce que là, je vais être honnête avec vous, le seul espoir qui nous reste, il en reste plusieurs, que l'entreprise distribue beaucoup en dividendes, mais il y a tellement peu de flux de trésorerie disponible, je ne sais pas comment ils vont faire, puis en plus ils l'ont coupé, puis on a déjà un peu la réponse parce qu'on a vu les montants, bon, les pourcentages de tête, il faut les calculer, mais voilà, on a vu ce qu'ils distribuaient, donc c'est pas énorme non plus, clairement par rapport à la market cap et à la dette. Et l'autre option, ce serait qu'il y ait une révolution au sein du business, qu'ils innovent énormément, donc ils mettent de l'argent en R&D, qu'ils sortent des super produits, qu'ils augmentent les marges et qu'ils reprennent de la croissance. Et là, vous auriez peut-être ce qu'on appelle un turnaround. Ça, c'est le concept de Peter Lynch dans One Up on Wall Street, un très bon livre qui est rapide à lire, je peux que vous recommander. Mais à part ça, compliqué. On va aller voir ensemble ce qui s'est passé au niveau du dividende. Donc au niveau du dividende, on a un rendement de 4%. C'est beaucoup et c'est pas du tout rassurant, parce que je suis pas du tout fan qu'on paye un dividende quand l'entreprise va pas bien en fait. Et il distribue 15% des flux de trésorerie disponibles et 40% des bénéfices. Donc ça, c'est le fameux payout ratio et le taux de distribution des bénéfices en français et le taux de distribution des flux de trésorerie disponibles qui pour moi est toujours le plus important. On distribue de la trésorerie, je parle ici de court terme. Sur le long terme, les deux peuvent être utilisés, j'ai aucun problème avec ça. Et au niveau de la performance par rapport au S&P 500, bon là, il n'y a plus rien à dire. Sur 10 ans, le S&P 500, comme on le sait, il nous a fait, avec les dividendes réinvestis, un joli x4. Et Renault, avec les dividendes réinvestis, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, hein, c'est-à-dire que peut-être qu'avec les dividendes qu'ils nous ont versés, on a eu de la performance. Avec les dividendes réinvestis et donc avec les intérêts composés chaque année, on a fait moins 17% sur 10 ans, moins 15%, moins 16%. Donc on a perdu de l'argent malgré qu'il nous ait versé un dividende. Et si on va sur seulement 5 ans, pareil, même problème, et voire même pire. Et le S&P 500, lui, il nous a fait un joli x2, plus de x2. Et si je remonte sur beaucoup plus longtemps, comme on va le voir ici, c'est la même histoire. Bon, globalement, je ne me vois pas trop investir sur l'entreprise. Il faudrait maintenant aller regarder ce qu'a prévu la direction. Là, vraiment, l'espoir pour moi, au-delà que l'entreprise peut survivre, hein, faire son petit bonhomme de chemin, mais vraiment, le gros truc à voir, c'est qu'est-ce que va faire la direction pour relever la pente, surtout au niveau des produits, parce que là, c'est le nerf de la guerre. Il va falloir aller vendre des produits et des produits sur lesquels on va pouvoir mettre des marges, donc améliorer les processus industriels, les processus de fabrication et augmenter les prix. Donc il faut meilleure capacité à fixer les prix, donc des produits qui vont plaire aux clients. Ils sortent des nouveaux véhicules, j'ai vu passer 2-3 trucs, clairement j'espère que ça va fonctionner. Et il va falloir aussi améliorer les processus industriels de façon phénoménale pour augmenter les marges. Et je vous avoue que ça me frustre un peu, je pense que vous le ressentez, là je vous partage vraiment mon opinion parce que j'ai envie d'être positif, j'ai envie d'analyser des belles entreprises, j'ai envie de trouver des business sur lesquels je peux mettre de l'argent. Et je fais souvent des vidéos super positives, hein. Vous avez vu le portefeuille, vous avez vu des très belles entreprises que je vous présente régulièrement. En ce moment j'achète des entreprises de qualité que je pense être des bonnes affaires. Mais bon, les vidéos sont pas toujours positives. Et c'est pas quelque chose qui est plaisant non plus pour moi à faire, surtout que c'est une entreprise française. Et d'ailleurs, j'ai roulé en Renault à l'époque. On va quand même aller voir les valorisations ensemble pour finir la vidéo. J'aime le travail fini. Donc je vous les mets et je vous retrouve. Je coupe la vidéo pour que ça dure pas trop longtemps le temps que je les trouve. Donc je les ai trouvés, mais d'ores et déjà, je pense qu'on va devoir aller voir le prix par rapport au chiffre d'affaires parce qu'on voit qu'en fait, il y a plein d'années où ils sont pas profitables, ils perdent de l'argent, donc les graphiques font un petit peu n'importe quoi. On va quand même regarder sur le très court terme, histoire d'avoir des valorisations.
on constate qu'on est sur un prix par rapport aux bénéfices à 8. En même temps, c'est normal qu'on soit bas, et encore, c'est pas très bas pour une entreprise qui est quand même en décroissance au niveau du chiffre d'affaires sur les dernières années. Un prix par rapport au chiffre d'affaires à 0,2, c'est normal. Prix par rapport au flux de trésorerie opérationnel. Je ne vous les mets pas souvent, mais dans ce cas-là, je vous les mets parce qu'on sait que l'entreprise va devoir investir massivement pour remonter la pente et donc aller regarder les flux de trésorerie disponibles vu qu'il y a beaucoup de capex à venir. Je l'espère parce que s'il n'y a pas de capex, c'est encore plus inquiétant. On va leur laisser le bénéfice du doute et on ne va pas retrancher les capex, on va remonter plus haut dans les flux de trésor et on va regarder que les flux de trésorerie issus des opérations. Je le fais parfois, c'est quelque chose que je fais notamment par exemple sur Amazon. Amazon investit beaucoup et donc pour moi c'est pertinent de regarder que les flux des OPEX. Et au flux de trésor, on se balade à 3. Donc valorisation très basse sur le papier, mais hélas qui est en ligne avec l'entreprise. Donc honnêtement, en conclusion, cette entreprise, et comme d'ailleurs d'autres entreprises sur le secteur, je ne me vois pas investir dessus parce que d'un point de vue qualitatif, j'ai du mal à les voir remonter la pente. Là, c'est même pas une histoire de valorisation, l'entreprise est pas chère. Il y a peut-être un truc à faire sur du trading ou même sur un gros turnaround où l'entreprise fait des grosses innovations technologiques et remonte globalement la pente. Si vous le voyez venir dans votre analyse qualitative, pourquoi pas. Mais moi, je peux pas, pour protéger mon portefeuille, je suis obligé de dire non à 99% de ce qu'on me présente. Et vraiment, j'ai peu d'entreprises en portefeuille. Comme vous le savez, on a autour de 10 entreprises que j'ai très bien sélectionnées, qui m'amènent de la performance. Parce que sinon, je préfère acheter les ETF. Et d'ailleurs, j'achète des ETF pour diversifier, pour me sécuriser. Mais sur le portefeuille, je suis intransigeant sur ce que je mets en portefeuille. Et en ce moment, j'achète des entreprises, mais des entreprises que je pense être un petit peu plus qualitatives et avec beaucoup moins de risques. Je vais continuer à analyser ce secteur. N'hésitez pas à me dire si ça vous intéresse, d'autres entreprises. Je pense par exemple à Bosch. J'ai vu qu'elle a beaucoup fait parler d'elle en ce moment. Vous avez Volkswagen, vous avez Ford, General Motors aux États-Unis, BYD aussi en Asie. N'hésitez pas à me dire ce qui pourrait vous intéresser. Je pense aussi à Valeo, à Plasticomium. Donc voilà. J'espère que la vidéo vous aura intéressé. Je reste super positif. Il y a des affaires en bourse en ce moment. Les indices sont au plus haut. Le portefeuille va bien. Mais je peux aussi faire ce genre de vidéo aussi, par exemple, pour vous montrer comment trouver des problèmes, comment trouver des entreprises sur lesquelles on a des vrais risques intrinsèques. Et je pense qu'il y a des entreprises qui vont faire faillite dans ce secteur. Il ne faut pas rêver non plus. Après, les États pourront intervenir avec de l'argent public pour sauver les entreprises, mais il n'empêche que les actionnaires peuvent quand même aller au tapis. C'est pas parce qu'on sauve l'entreprise que les actionnaires vont pas au tapis, ne l'oubliez jamais. On en a fini pour aujourd'hui. Vidéo assez longue. Quand je les fais en direct, elles sont plus longues, mais bon, je pense que ça vous plaît aussi. Si vous souhaitez profiter de l'offre, nous rejoindre dans le programme pour apprendre à faire des analyses comme ça, avoir accès aussi à des vidéos exclusives, au portefeuille, à ce que je fais en ce moment, n'hésitez pas à les regarder avant vendredi soir. Et évidemment, je continue le contenu gratuit, j'accélère, j'essaie vraiment de monter en qualité, d'essayer de nouvelles choses aussi. Donc tous les commentaires et la force que vous m'envoyez, ça m'aide énormément à continuer et à apporter toujours plus de valeur. C'était une vidéo assez longue, on en reste là pour aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente journée et à très bientôt pour un prochain épisode.